J'ai passé dans une émission. En plus, ça tombait il y a pas longtemps, Yass nous avait parlé de l'histoire de Edge. Apparemment, il lui arriverait dinguerie à son père. Écoutons. Et qu'ils n'arrivent pas à rattraper la situation. On se retrouve tous autour de Mais lui, quoi, on lui donne la main, et puis on le voit partir. Je le vois partir main dans la main, quoi, avec lui. Et, ouais, voilà. Moi, ce que je veux, c'est entendre un juge dire oui, l'hôpital d'Antony et ce docteur ont fait des erreurs. Aujourd'hui, je suis toujours pas capable de regarder une photo de lui. Alors que si ça s'était passé de façon différente, très certainement j'aurais pu, avec le sourire et tout. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Le 5 mars 2018, mon père, en après-midi, avait des douleurs au niveau de l'estomac. Des douleurs qui commençaient un petit peu à naître, mais qui étaient, on va dire, acceptables. Et le soir, donc je vivais encore chez mes parents à ce moment-là, le soir, en rentrant du travail, je vois que mon père avait des douleurs qui étaient vraiment persistantes à ce niveau. Et puis, on s'est dit qu'on allait aller aux urgences quand même pour être sûr que tout va bien se passer. Sur le trajet, ces douleurs se sont transformées en des douleurs thoraciques. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Donc, l'inquiétude était de plus en plus importante. On est arrivé à l'hôpital d'Antony en soirée. Et une fois arrivé sur place, on s'est présenté pour des douleurs thoraciques. Donc mon père, il avait un peu plus de 70 ans à ce moment-là. On nous a fait attendre en nous disant que ça devrait aller assez vite. Sauf qu'on a attendu à peu près 1 heure. Donc j'ai demandé à une infirmière de s'occuper de mon père qui était en train de se tordre de douleur dans la salle d'attente. Et au bout d'1 heure, l'infirmière nous a mal reçu, faussé le terme en fait, en nous en comprendre qu'on l'embêtait, qu'il fallait attendre, qu'il y avait du monde. Mais finalement, elle l'a prise quand même dans la foulée. Donc, bon, forcément, on se sent rassuré. On se dit, il est pris en charge, c'est bon, ça y est. Bon, certes, ça a mis 1 heure, mais bon, c'est pas très grave. Sauf que 2 minutes après, je vois mon père qui revient. Je lui dis, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, elle m'a dit de me rasseoir, qu'il y avait du monde. Elle m'a juste pris mes paramètres vitaux, en fait, elle a juste pris sa tension, je pense, ou son pouls, et elle l'a fait se rasseoir. Une nouvelle fois, on se sent rassuré. Parce qu'on remet notre confiance aux institutions, on se dit que si elle a fait ça, c'est que tout va bien. Mon père, de plus en plus, sa situation s'empire. Il se tord, il est allongé quasiment dans les bancs, il a du mal à respirer, il demande à sortir et tout. Quasiment 1 heure après, une fois qu'on les a relancés de nouveau, ils acceptent de le prendre, mais elle revient un peu mielleuse, bizarrement. Voilà, votre père, on a fait un électrocardiogramme, le médecin l'a pris en charge, bon, il va vous expliquer. Je me dis, c'est bizarre ce changement de comportement. Elle était très sèche et très désagréable au début, elle nous a mis de côté, très clairement, pour ensuite être un petit peu de marcher sur des œufs. Je me suis dit, ça cache quelque chose. Donc j'ai rencontré le fameux docteur à ce moment-là, qui a été le même médecin qui a pris en charge mon père tout le reste de son hospitalisation, qui m'explique que mon père était en train de constituer un infarctus, donc une crise cardiaque, assez importante. Mais il me dit, on va faire un électrocardiogramme. Enfin, ils vont continuer l'électrocardiogramme et puis surtout, on lui injecte les médicaments afin de lui faire une coronarographie. Donc en fait, c'est tout simplement, on met des ressorts au niveau des artères et des veines pour permettre que le sang passe en fait entre le cœur et les organes. Ils ont commencé à faire le nécessaire. Puis je vois mon père, il me parle et tout. Je me dis, bon, c'est peut-être pas. J'ai toujours ce truc de me dire, c'est peut-être pas si grave. Là, il est là, mon père. Alors certes, il est allongé, il est douloureux, mais ça va. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Un infarctus, ça se constitue au niveau du cœur, etc. Ça devient désagréable et douloureux, mais la nécrose, elle s'opère. Donc le médecin m'a dit, on verra en fonction de la nécrose du cœur. Donc le cœur était en train de mourir et le cœur, c'est pas comme un foie. Les cellules se régénèrent pas en vérité. Donc du coup, son cœur était en train de. Pardon, je suis désolé. Je déteste raconter cette histoire, je déteste la raconter à chaque fois de me retrouver. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Du coup, le médecin m'explique que c'est pas très utile que je reste et qu'il va me tenir au courant de la suite. Donc je rentre chez moi. Donc je dors pas. Je dors tout simplement pas de la nuit en attendant des nouvelles, en attendant. Et je décide de le rappeler. Parce que au matin, j'arrive pas. Et là, c'est le drame. Et le médecin me dit très clairement, en gros, c'est foutu. Mais quasiment mot pour mot. C'est-à-dire que. Alors, bien évidemment, il prend un peu de pincette, mais à la fin, il dit en gros qu'il n'y a pas d'espoir. Très clairement. C'est-à-dire qu'on passe de la veille à en gros, une catastrophe. La nécrose, donc les cellules mortes du cœur sont trop diffuses et que c'est compliqué. Donc, ils ont mis mon père sous drogue, donc on appelle ça des amines, pour booster un petit peu le muscle cardiaque. Mais de par son expérience, etc., il n'y a rien à faire. Il faut accepter qu'il parte comme ça, en fait. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, en fait, tout simplement parce que c'est trop brutal. On passe de. Entre guillemets, vous inquiétez pas, on va voir ce qu'il en est, votre père va mourir, quoi, au téléphone. Au lieu de me dire venez vite, etc., on en discute et tout. Donc tout tourne, j'appelle tous les membres de ma famille et on va à l'hôpital. Donc je vois mon père avec un masque d'oxygène, je le vois très épuisé, très fatigué en soins intensifs. Et là on lui demande tout de suite, est-ce que vous pouvez pas le transférer? C'est le premier réflexe qu'on a eu. Si vous ne pouvez rien faire, peut-être qu'il y a un hôpital, donc ce qu'on appelle un shock center, un hôpital vraiment dédié à ça. Et il nous dit que non, que ça sert à rien, qu'en gros il n'y a rien à faire, qu'il n'est pas éligible à une greffe cardiaque parce qu'il a plus de 60 ans. Enfin, tout est matière à ce que rien ne soit possible de faire. Donc il s'est refusé au transfert de mon père. Non, ça sert à rien, faut pas le faire, faut pas chercher à comprendre. Donc complètement abattu avec les membres de ma famille, on se retrouve dans un fast-food le soir en discutant de la situation. On tape sur Google problème, défaillance, ventricule gauche-cœur, et là on voit qu'il y a des choses. On se dit mais c'est pas possible, on doit se tromper, c'est pas possible. On voit que déjà, quand quelqu'un a un problème cardiaque très important, on place ce que l'on appelle une ECMO. Une ECMO, c'est une machine qui remplace le cœur, qui se met de façon très facile au pied du lit, avec 2 tuyaux, grosso modo, et qui a pour but de faire pause au niveau de l'attaque cardiaque, si vous voulez. Pas d'ECMO au niveau de mon père. On a été posé, on a été demandé. Première chose qui est très bizarre. Deuxième chose, on voit qu'il y a un équipement qui a pour but de remplacer le ventricule gauche du cœur, qui s'appelle des LVAD en anglais, c'est Left Ventricule Assistant Device. Donc vraiment, c'est le ventricule gauche afin de remplacer la fonctionnalité du cœur. Mais c'est pas possible, ça tombe pile poil sur la pathologie de mon père. On va voir le médecin. Et là, on voit qu'il tourne la tête. On voit qu'il oui, mais non, mais ça marche pas, ne cherchez pas. On voit qu'il se détourne du truc. On se dit non, son attitude, elle est pas normale. Et là, on voit que même les infirmières d'accueil nous disent de son service, vous avez raison d'insister sur le transfert de votre père. Tout de suite après, on envoie un mail au professeur Leprince, je me permets de le citer parce qu'il a été exceptionnel de bout en bout, de la Pitié-Salpêtrière, qui est un ponte dans tout ce qui concerne la cardiologie, les greffes cardiaques et j'en passe. Et dans ce mail,
je le supplie de nous aider et de nous dire juste s'il peut nous recevoir pour savoir si on dit n'importe quoi ou qu'on est pris par l'émotion ou est-ce que c'est viable ce qu'on dit. Je me suis dit, il me répondra jamais, c'est pas possible. Je vous supplie, faites quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il accepte de nous recevoir, incroyable. Il nous répond, il nous appelle même, il nous reçoit. On met tout sur la table et il nous dit que si, notre père est transférable et qu'il est éligible à cet outil en fait. Donc, c'est-à-dire que on se dit qu'on dit pas n'importe quoi en fait. On n'est pas que sous l'émotion de vouloir le sauver absolument. Dinguerie, hein. On retourne voir le docteur en question à la clinique d'Anthony. Et tout de suite, il nous bloque en nous disant oui, non, il n'est pas transférable, je me suis renseigné. Et on dit non, attendez, tenez. Et on lui passe le professeur au téléphone. Ni une ni deux, il devient transférable. Entre tous ces événements-là, il s'est écoulé 7 jours. Sauf que le temps, c'est du muscle, et que le cœur, les drogues, ça fait pas tout. Le cœur est en sous-régime continuel, il essaie de fonctionner, mais en fait, il galère. Donc mon père est transféré le 12, donc 6 jours après, on va dire, à la Pitié-Salpêtrière. Quand mon père il est transféré à ce moment-là, l'espoir renaît quoi. Je savais pas du tout que le temps écoulé allait entre guillemets nous être fatal ou quoi que ce soit. La première chose qu'ils font lorsque mon père arrive, ils lui mettent uniquement. Je vois mon père le lendemain. Je précise qu'à Anthony, j'ai retrouvé mon père nu et attaché avec un masque, tellement qu'il était mal. Et j'ai retrouvé comme ça, et la seule explication c'est que mon père apparemment se débattait. Donc ils l'ont attaché, ils l'ont laissé nu. Un traitement inhumain. Et je retrouve mon père à la Pitié-Salpêtrière sans masque, en train de manger un kiwi, et en train de parler normalement avec moi. Mais on sait que l'ECMO c'est temporaire. En fait l'ECMO c'est un cœur en vérité, mais c'est une machine tellement grosse qu'on peut pas, voilà, le jour où on la rendra petite ça sera autre chose. Mais en attendant, mon père il est digne, il peut échanger avec nous, il est confortable, c'est tout ce qu'on demandait déjà. Et puis on met pause en fait au niveau de la patte, ça s'aggrave plus si vous voulez. Et on discute, puis on parle avec les médecins, puis oui il est éligible, il est bien éligible au LVAD, et que ça peut l'accompagner. Alors c'est certes c'est un équipement un peu lourd, il y a des batteries, il y a des choses, mais au moins il pourra vivre le reste de sa vie comme ça. L'opération se passe bien. Et le lendemain, donc on attendait qu'il se réveille, il y a eu des complications. Il y a eu ce que l'on appelle une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire qu'il y a eu une défaillance générale des organes en fait. Et ça, c'est dû au temps qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc, suite à ça, le médecin nous explique que mon père est en train de partir et qu'ils n'arrivent pas à rattraper la situation. Donc, on se retrouve tous autour de lui, on lui donne la main, et puis on le voit partir. Je le vois partir main dans la main, quoi, avec lui. Et, voilà. Donc, oui, ça a été c'était particulier. Surtout de le voir partir, etc., de l'avoir accompagné jusqu'au bout, ça a été compliqué. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire d'aller plus loin au niveau des démarches et tout. J'ai laissé du temps passer un petit peu et je suis retourné à l'hôpital privé d'Anthony pour avoir des explications et crier mon désarroi. J'étais très en colère, mais je me suis dit il faut que je me contienne. J'avais surtout beaucoup d'incompréhension, je voulais comprendre en fait. Je voulais comprendre pourquoi ces choix-là. Et j'ai demandé des explications et les infirmières elles ont passé leur temps, oh, il y en a qui fait son show, il y en a qui fait son spectacle. Et elles m'ont pris tellement de haut, c'était un mot enfoncé encore plus. Et ça a été terrible. C'est une deuxième fois, le deuxième douleur. Pas d'empathie. J'ai eu absolument aucune explication de leur part. Même pas essayer de comprendre qu'est-ce que je faisais là et pourquoi je demandais ça. Et je me suis mis à vouloir les attaquer au niveau de la justice. Alors on m'a très vite redirigé vers ce qu'on appelle la CCI. Donc c'est en fait une espèce de comité amical, on va dire, d'indemnisation pour les patients. Donc c'est le côté soft, je dirais, de la plainte. Et qui en mon sens est une perte de temps, maintenant je le sais. Puisqu'on se retrouve autour d'une table, plus ou moins, avec les personnes que j'accuse, donc le docteur, etc. Nous on a été aidés par un médecin conseil qui connaissait cette personne-là, qui lui a demandé par mail, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça, ça, ça et ça? Elle dit non. Elle dit, moi j'aurais pas fait comme ça, nous on ne refuse aucun transfert. Donc et ça allait à l'encontre directe de ce que lui disait en fait. Ce qu'ils ont reconnu, c'est les 10 minutes. Oui, on aurait dû, au bout de 10 minutes, ça a été une défaillance de notre part, on le reconnaît, c'est tout. Pour le reste, le docteur en question insiste en disant qu'il a bien fait les choses. Des règles qui sont appliquées dans tous les hôpitaux, c'est que quand une personne de cet âge-là se présente, c'est 10 minutes. On prend en charge 10 minutes, quelles que soient les autres urgences. Mais il commence à s'engouffrer dans un espèce de mensonge. Oui, je comptais le transférer. Ah mais le problème c'est qu'on est moins une dizaine de témoins à avoir attendu tout l'inverse. Et là il s'enfonce dans le mensonge. Et là on n'avait plus de doute du tout. C'est-à-dire que c'était même pas le pauvre, entre guillemets, il pensait bien faire les choses. Non, là il ment, là il veut se couvrir. Sauf que l'expert, parce qu'il y a un expert à ce moment-là qui juge justement, c'est un expert qui travaille pour le même groupe que l'hôpital d'Anthony. Mais comment on peut recevoir ça? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de ce conflit d'intérêts, on nous l'évince d'un revers de la main? Non, mais ça c'est rien. Mais on peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Donc ça c'est la première injustice. L'expert qui serre la main au directeur du groupe, qui serre la main au médecin, enfin on les voit copiner ensemble quoi. Nous on était avec notre avocat, on était complètement dépassés, il statue que tout va bien. On a pris un avocat qui était assez connu dans le milieu, il appuie notre affaire et cette fois-ci on demande une expertise judiciaire. Donc on monte d'un niveau en fait. Pas de chance non plus, donc expert judiciaire, pas une personne qui est un non-sachant. En général on prend un expert qui est dans le milieu. Uniquement il savait pas ce que c'était. Donc on était obligé de leur expliquer. Il m'a même appelé docteur à plusieurs reprises, ils pensaient que j'étais docteur. On a demandé le dossier médical, mais ça a été la croix et la bannière pour l'obtenir. Ils ont mis des jours et des jours. Très bien, on a eu que docteur. des parties, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. On a dû reconstituer. Et dans ce dossier médical, on se rend compte qu'il y a des faits qui ont été modifiés. Pas des oublis, pas des erreurs. Quand ils disent que mon père, ils l'ont pris en charge au bout d'une heure, et qu'ils l'ont fait un ECG et qu'ils lui ont mis des soins, non, au bout d'une heure, mon père, elle l'a prise, elle l'a fait se rasseoir en salle d'attente. Quand devant l'expert judiciaire, on demande, si vous avez fait un ECG à mon père, c'est d'autant plus dramatique, c'est-à-dire que vous auriez dû vous en rendre compte plus tôt qu'il n'allait pas bien. Pouvez-vous nous produire l'ECG en question, donc l'électrocardiogramme, pour qu'on puisse voir en fait que vous avez bien. Et là, il commence à bégayer, l'expert me dit de me taire. Oh, taisez-vous, ça c'est pas votre problème. Que le dossier a été modifié. Et mon ami qui est dans le milieu me dit oui, parfois on nous demande de modifier les dossiers. C'est pas un dossier médical, en soi c'est même plus une preuve aujourd'hui. Parce qu'on le modifie pour arranger des situations. Donc le compte rendu de cet expert judiciaire a été
catastrophique. Nous, on était accompagnés d'un médecin conseil, vraiment quelqu'un d'assez calé justement dans la cardiologie, dans la greffe cardiaque, etc., etc. Et il était scandalisé. Et lui-même nous a dit qu'effectivement, jamais ça n'aurait dû se passer comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé 6 experts privés qui viennent d'horizons différents. Les thunes qu'ils ont dû mettre, l'avocat, tout ça. Toutes les preuves, tout le dossier médical, tous les éléments, afin d'appuyer notre demande. Il s'est avéré que sur les 6 experts judiciaires, la perte de chance évolue entre 25 et plus de 50%. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire les choses différemment afin de donner un max de chance à mon père. Donc on passe de 0 à quasiment plus de 50%. Et on a appris par la suite par certains médecins qu'il y aurait même potentiellement, et j'accuse pas, mais que ça existe apparemment, des compagnies d'assurance qui peuvent être amenées parfois à payer certains experts. Parce que j'ai eu des médecins qui étaient d'accord avec moi et qui ont dit je peux pas intervenir, ça va se retourner contre moi. Et donc oui, parce qu'ils ont peur d'être mis sur le banc, ils ont peur d'être mis de côté. Voilà, donc on a eu 2 expertises catastrophiques et on a déposé notre plainte au pénal, mais aussi au civil. Et il s'avère qu'au pénal, le juge a jugé l'affaire recevable. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas classé sans suite, il a eu tous les éléments. On lui a donné les 6 expertises privées qui passent quand même de 0% de perte de chance à entre 25 et 50%, c'est quand même autre chose. Et là, voilà, dans l'étape dans laquelle je suis actuellement avec la justice. Donc ça traîne, c'est long. On a été auditionnés, etc. Ça fait maintenant 6 ans que tout ce parcours judiciaire a débuté. C'est extrêmement long, c'est extrêmement énergivore. Et on nous met des stops, en fait, tout simplement, afin qu'on entre guillemets, lâche. John, moi j'ai eu une maladie pendant 2 ans en faisant du pancréatite aigu qui ont failli me tuer à chaque crise. J'ai perdu 50 kilos, j'allais mourir. Ils refusaient de me prendre au sérieux car j'étais arabe. Ça, ce que les médecins me disent, mais vous allez mourir, je vous opère. Et depuis, je suis guéri du jour au lendemain. C'est une dinguerie. Hein. L'affaire. Sauf que voilà, moi j'irai jusqu'au bout, ça c'est évident. Depuis 2018, ma vie elle est complètement entre parenthèses. Comment dire? Je comprenais pas par exemple avant quand les gens prenaient des médicaments, des anxiolytiques, des somnifères, tout ça, je l'ai fait. Cette force-là, je la trouve à travers l'amour que je porte pour mon père. Et je fais une sorte de déni en fait, c'est-à-dire que je parle de lui encore au présent. Dans ma tête, je me dis on va se revoir. Enfin, c'est particulier. Et je lui porte tellement d'amour que je me refuse d'abandonner. Déjà à titre personnel, ce combat vraiment il est à titre personnel déjà. Mais on sait que ça peut arriver à d'autres personnes. Et si ces personnes peuvent voir cette vidéo et avoir les armes pour se dire pourquoi vous lui mettez pas une ECMO tout de suite? Pourquoi vous ne le transférez pas tout de suite? Que ces personnes peuvent le savoir au moment où ça arrive ou même avant, plutôt que de le savoir après comme ça a été mon cas. Alors s'il y a une ou deux personnes que ça peut aider, ça sera toujours ça de gagner. Et ça m'a laissé oui bien sûr des traces psychologiques très très importantes. Aujourd'hui je suis toujours pas capable de regarder une photo de lui. J'y arrive pas. J'arrive pas à regarder une vidéo de lui. Alors que si ça s'était passé de façon différente, très certainement j'aurais pu, avec le sourire et tout. Aujourd'hui j'y arrive pas. Je culpabilise et j'ai presque l'impression que c'est de ma faute en fait. Je me suis dit j'aurais dû tourner à gauche, j'aurais dû aller à la pitié tout de suite. Je suis plus sous les médicaments, ça j'ai arrêté parce que ça avait un effet vraiment négatif à la longue, même si on a une dépendance après, hein. On n'arrive pas à dormir sans, des choses comme ça. Disons que j'apprécie plus la vie comme je devrais l'apprécier. Je rigole plus autant qu'avant, je m'amuse plus autant, des fois je culpabilise de m'amuser trop ou de profiter trop. Des choses comme ça en fait. Je me dis ouais mais lui il est pas là. Moi ce que je veux c'est entendre un juge dire oui, l'hôpital d'Antony et ce docteur ont fait des erreurs. Pour moi c'est important de témoigner aujourd'hui. Je veux dénoncer ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on parle des problèmes des hôpitaux qui ont des problèmes de moyens. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a autre chose derrière ça. C'est trop facile de nettoyer les manquements du personnel aussi. Ils ont des vies entre les mains. Et ces gens, ils doivent expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils ont une responsabilité à ce moment-là. Et c'est cette partie-là, c'est ce type de défaillance-là que je dénonce. Et je souhaite sensibiliser les gens par rapport à ça. Franchement, force à lui. Hein. Il avait fait cette vidéo à l'époque là. Il faut que tout le monde sache ce qui a bien pu se passer. Il faut que tout le monde relaye ça. Voilà. Ouais, il avait déjà fait une vidéo à l'époque. Et je suis resté très calme, très serein, malgré tout. Parce que je voulais que ça se passe bien pour mon père. Ça, c'est la première chose et c'est pas le plus important. Rendez-vous. Ça, son père était déjà mort ou c'était? C'est la... Comme je l'ai dit, comme je l'ai fait sous-entendre, ça va être la vidéo la plus importante de ma vie, en mon sens. Mais elle est aussi très très personnelle. Très très personnelle. Il y a 3 ans. Ça me tenait à cœur de le faire. Alors, je vais vous demander tout de suite quelque chose. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo et tout ce que je fais d'habitude et tout, hein, vous vous doutez bien. Elle est extrêmement personnelle, si ça vous intéresse pas et que vous voulez que du et voilà, donc je voulais absolument vous parler d'un sujet extrêmement important et comme je vous l'ai dit, j'aimerais que la première chose que vous fassiez, et je le demande jamais, je l'ai jamais demandé de ma vie, c'est que vous partagez cette vidéo. Ne réfléchissez pas, faites-le. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Likez-la, partagez-la, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et surtout, ne pensez pas qu'à vous en vous disant c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres. C'est une erreur, c'est une erreur. Voilà, donc c'est un sujet qui est très particulier. En fait, pour être très clair, je vais essayer vraiment d'aller au plus précis pour pas que la vidéo soit trop longue. On va voir 3 hôpitaux dans lesquels où j'ai une histoire derrière ça. J'ai une histoire personnelle. Et ces hôpitaux ont fait des fautes très très graves, mais extrêmement graves. Privé en C'est de plus. les nommer, de les dénoncer pour que vous n'y allez pas. Et ensuite, c'est surtout aussi pour vous montrer, on est mis de côté. Si vous appelez pas Sarkozy, Hollande, ce que vous voulez, tous ces noms-là, vous ne serez pas pris en compte. Et pourtant, vous êtes en France, et pourtant, qui s'appelle donc, comme c'est indiqué, l'hôpital privé de Thiers. Voilà, on est juste devant. Donc dans cet hôpital, il s'est passé quelque chose d'encore plus personnel que l'hôpital d'avant, où malheureusement, mon ami Mustapha, a pris des médicaments pour la tuberculose pendant 5 mois alors que c'était un cancer. Voilà, voilà. Alors il faut savoir que dans cet hôpital, mon père, qui était diabétique, pas insulinodépendant, donc sous cachet, mais qui se négligeait, a eu une urgence. C'est-à-dire qu'il avait une infection au niveau du pied, il a dû intégrer cet hôpital pour faire une ablation d'un de ses orteils au niveau du pied.
Donc quelque chose déjà qui n'est pas agréable. Il s'est retrouvé dans cet hôpital, il a été pris en charge, etc. Donc on a été aux urgences, etc. Il a été pris en charge et les infirmières et les aides-soignantes ont passé leur temps à se moquer de lui. Elles se sont moquées de lui. C'est-à-dire que mon père, par exemple, il avait sa tubulure, il avait sa perche, etc. Je sais pas comment on appelle ça. Et il devait prendre sa douche, donc il galérait à retirer son t-shirt, des choses comme ça. Et l'aide-soignante rigolait, elle se moquait de lui. Quand je suis arrivé, que mon père m'a dit écoute, il y a des aides-soignantes et des infirmières qui se foutent de ma gueule, pour être très clair. Vous vous rendez compte de la situation quand votre père vous dit ça. J'ai été prendre l'aide-soignante. C'est à nous de prendre soin Mon de père galérait au lieu de l'aider. nos parents. L'aide-soignante et de l'infirmière. Désolé, c'est nerveux, j'y arrive pas, c'est nerveux chez moi. Imaginez donc ce qui peut se passer dans ma tête à ce moment-là. On est dans un corps médical et on se fout de la gueule des patients. On se moque de leur malheur. Imaginez-vous. Donc je lui ai interdit d'aller voir mon père et je suis resté très calme, très serein, malgré tout, parce que je voulais que ça se passe bien pour mon père. Ça c'est la première chose et c'est pas le plus important, rendez-vous compte. Toujours dans cet hôpital-là, avec ces infirmières, avec qui donc j'ai décidé de faire un point avec elles, où je leur ai dit ça peut pas continuer comme ça, vous pouvez pas vous moquer des patients. On parle de vie humaine là. Vous savez ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, vous savez monsieur ici, malheureusement on nous apprend que nos patients sont des clients. Whenever I ask someone Nos no, patients sont des clients. Vous vous rendez compte de la gravité du terme? C'est ça, hein. Ça veut dire que tout ce qu'on imagine, moi je l'ai entendu en face de moi, c'est pas on m'a dit, hein. On m'a sorti ça normal. On est désolé monsieur, mais en gros voilà, il y a des gens plus importants que d'autres. En gros c'est ça. C'est sûr que monsieur Madadi qui habite dans la cité d'en face, c'est pas très important sa vie, hein. Donc on se moque, on rigole, etc. La suite elle est encore plus grave, toujours dans cet hôpital là. Mon père s'est donc fait extrait d'un orteil à cause de son diabète. Et il était du coup sous insuline. Donc on lui faisait des piqûres par rapport à son diabète pour réguler sa maladie. Insuline rapide et insuline lente, pour les gens qui connaissent un petit peu cette maladie. Et un jour donc la personne qui tient cette caméra, qui est du corps médical, du milieu médical et qui connaît très très bien tout ce monde là, a été visiter mon père et elle l'a vu en train de dormir de façon anormale. Moi je m'étais pas personnellement pas plus inquiété que ça. Je me suis dit ah il dort, c'est vrai, profondément, mais c'est quand même bizarre. Et elle a été demandée, cette personne. Elle a été demandée, ouais, alors, qu'est-ce qu'il en est de monsieur Madadi, puisqu'il dort de façon. Et là, l'infirmière, c'est pas d'elle-même qui nous a dit ce qui s'était passé. On a dû aller à la pêche aux informations. Oui, on va vous expliquer. En fait, dans le dosage de l'insuline, au lieu de lui mettre 8 unités de rapide, c'est de l'unité rapide, on lui a mis 18. Ce qui est absolument choquant, de mettre 18 au lieu de 8. Ça peut mettre un patient, quelqu'un dans un état vraiment mal, vraiment pas bien. Donc c'est ce qui s'est passé, ils l'ont mis dans un état comateux. Mais vous allez voir la chute de l'histoire, vous allez vite vous rendre compte que c'est plus grave que ça. En réalité, ils ont laissé donc une infirmière, enfin, pas une stagiaire infirmière, agir plus ou moins toute seule sans vérification. Et elle s'est trompée, elle a pris une mauvaise seringue. Elle n'a pas pris la bonne seringue pour les diabétiques. Mais par un autre infirmier qui lui est très bien, il nous a dit la vérité. Il nous a dit non, en réalité, on lui a pas mis 18, on lui a mis 80, c'est-à-dire 10 fois la dose normale. 10 fois la dose normale. Ça tue un homme. Il y a des gens qui se suicident avec ça, hein, les insulino-dépressifs, etc. Ils se foutent des surdoses. D'accord? Et ça, c'est ce qui s'est passé, mais ça, c'est eux qui l'ont fait. Donc ils ont mis mon père dans un état comateux. Là, il allait mourir. Très clairement, la nuit, il a passé pas. Jusqu'à ce que nous rendions compte de ce qui s'est passé. Et on a dû faire un scandale pas possible pour qu'ils le prennent en charge. J'ai dû en arriver à les menacer. Faites quelque chose pour mon père, sinon ça va pas bien se passer. Pour rester poli. Et ils lui ont mis du glucose. Toutes les demi-heures, on vérifiait son état, c'était dans un état pas possible. Et grâce à Dieu, il avait survécu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme excuse? Oh, vous savez, l'erreur est humaine. Oh, vous savez, ça peut arriver. Ça peut arriver. On parle pas de manque de moyens. On parle d'erreur humaine. D'erreur paramédicale. Parce que là, c'est pas un médecin qui a fait l'erreur, c'est une stagiaire, enfin bref. Mais ça reste une erreur très grave. Ils ont failli juste tuer mon père. Vous voyez? Et c'est nous qui nous sommes rendus compte de ça. Et ils nous ont pris de haut en plus de ça. Ils nous ont pris de haut. C'est dramatique. On a dû les attaquer, etc., etc. Ça a été une galère pas possible. Ça n'a même pas été au tribunal. Alors que normalement, cette stagiaire d'ailleurs, quand je lui ai demandé de discuter avec elle, elle m'a envoyé balader en me disant gros, vous ne parlez pas comme ça parce que je ne lui avais rien dit. Alors qu'elle devrait être au chevet de mon père en train de s'excuser normalement. Juste de demander pardon. C'est très très Voilà donc l'hôpital de privé de Thiers. Et ce sont des hôpitaux privés. Ils ont tous en commun ce truc-là. Mais c'est des hôpitaux dits populaires. C'est-à-dire, pour être très clair avec vous, en général, c'est les gens moyens qui vont ici. D'accord? Et souvent, c'est des blédards, entre guillemets. Des darons renois, des darons rebeux, etc. qui parlent pas très bien français et qui font ce qu'on leur demande. Pas tout le temps, mais souvent. Ou des Français moyens qui n'ont pas forcément d'argent, etc., etc. Pourtant, c'est des hôpitaux privés. Et eux, ils en font ce qu'ils veulent de ces gens-là. Au pire, il y a une erreur médicale, c'est pas grave, ça n'ira pas plus loin. Eux, ils dorment tranquilles le soir. Voilà, eux, ils ont failli juste tuer mon père, en fait. En mettant 10 fois la dose normale. Vous trouvez ça normal? Comment un hôpital pareil ne ferme pas? Ou comment les gens qui ont fait ces erreurs-là ne sont pas incriminés et doivent... C'est une mafia, hein, l'hôpital. Hein. Il y a quelques œuvres qui en parlent. J'avais lu un manga qui parlait de ça à l'époque, Dragon, je sais pas quoi. Ça parlait bien du milieu carcéral. Bon, c'était notamment au Japon, mais ça parlait bien du milieu du... En fait, on oublie que c'est un business. C'est un business pour certains, vraiment. Ils doivent payer pour leurs erreurs. C'est des erreurs graves, c'est pas... On va passer maintenant sur le dernier hôpital qui est l'hôpital privé d'Antony, qui est la plus grosse erreur et le plus gros hôpital qui pourtant avait une bonne réputation. Et vous allez vous rendre compte de ce qu'ils ont fait qui est absolument abominable. Et c'est ce qui explique aussi mon absence pendant ces longs mois sur internet, sur tout ça, etc. C'est l'hôpital qui a détruit ma vie, je veux que vous le sachiez. Et j'espère que cette vidéo fera tout. Voilà, on y va tout de suite. Voilà, on est donc à l'hôpital privé d'Antony. C'est l'hôpital qui a ruiné ma vie, c'est l'hôpital qui a laissé mon père mourir tout simplement. Mais cette fois-ci, le message, je veux le faire passer en public, je veux le faire passer devant des gens. Il faut que tout le monde sache ce qui a bien pu se passer. Et il faut que tout le monde relaye ça. Voilà. Elle va aller voir les infirmières qui vont lui dire de dégager. C'est juste pour vous avertir que je vais faire passer un message aux gens qui sont ici, d'accord? Ça va durer 2-3 minutes, il n'y aura pas de problème.
J'ai un message à faire passer ici concernant cet hôpital. Donc je vais rester 2-3 minutes, je vais faire mon speech et je vais partir. Il n'y aura pas de problème. D'accord? Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Je vous dis pour pas vous inquiéter, je vous dis pour vous prévenir, j'ai la politesse et l'intégrité de vous prévenir en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Pour pas vous paniquer en voyant un mec qui fait un discours et qui parle à tous ces gens qui sont là. D'accord. Faites ce que vous avez à faire, monsieur. Moi. Non mais je vous dis juste, non mais d'accord, j'aurais pas dû Non, vous mais dire. parce que vous venez avec un ton énervé. Je viens dans un ton très énervé parce que moi, je sais, non, mais je c'est sais pas pas ce contre qui vous. se passe en fait, D'accord, monsieur, de la situation. ok, très bien. Je viens dans un ton énervé, mais c'est pas contre vous. Oui, je Je viens dans un ton comprends. énervé parce que Expliquez-moi d'abord la situation. là j'essaie de vous expliquer en fait ce qui va se passer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par rapport à quoi? Non, parce que cet hôpital, il a laissé mourir mon père. Non mais vous allez pas faire Il a un laissé. speech devant tout le monde. Moi je vais La faire. sécurité, Appelez c'est ça. tout de suite. Appelez tout de suite. Appelez tout de suite. Moi c'est un discours pacifique tout à fait normal pour remettre les choses à l'heure par rapport à ce que cet hôpital a fait par rapport à mon père. Vous comprenez? Non mais moi je vais les avertir. Mais moi En vérité, je le souhaite de gagner. Hein. Mais même s'il gagnera, ce sera dans la symbolique. Le médecin va continuer à pratiquer. Ça continuera comme ça malheureusement. Comme il a dit, ça peut servir aux gens au moins de se renseigner par eux-mêmes au lieu de prendre ce qu'un médecin dit comme parole d'évangile. non mais ça c'est pas votre problème, c'est le mien. Alors faites ce que vous avez à faire. Appelez les surveillants, faites ce que vous avez à faire. Filmez-moi. Filmez-moi, je te dis. Pas tout de suite. Ouais, je me fais. Qui c'est qui a dit sérieux? D'accord, et vous avez un problème, je vais filmer. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Filme-moi. Que cet hôpital, je veux que tout le monde le sache, que cet hôpital a laissé mourir mon père. D'accord? Oui madame, il a fait un malaise cardiaque ici, ils l'ont laissé ici. D'accord? C'est pas pour faire un speech ou ce genre de choses, ce genre de conneries, j'ai pas que ça à faire. D'accord? C'est un hôpital qui est censé être réputé, ils ont laissé mourir mon père. Il a fait un malaise cardiaque ici, ils l'ont laissé plus de 2 heures. Quand il a été pris en charge par la suite, personne n'apparaîtra dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il n'y a que moi. D'accord? Quand ils l'ont pris en charge par la suite, au lieu de proposer des solutions, ils l'ont laissé dans les soins intensifs pour qu'il s'éteigne petit à petit. Heureusement qu'il y a un grand professeur de Paris qui a accepté parce qu'il y avait des solutions à lui apporter. Mais les soins intensifs dans les hôpitaux privés, ça fait de l'argent. Donc on laisse les gens mourir. Cet hôpital il est réputé. Si vous avez des problèmes cardiaques ou des choses comme ça, ne venez pas ici. Parce qu'on n'est pas des gens importants. Voilà. Je voulais avertir tout le monde, je veux que tout le monde le sache. Mon père ici, il était en train de souffrir le martyr ici. L'infirmière, elle l'a pris en charge. Elle lui a dit oui monsieur, au bout d'une heure, rasseyez-vous monsieur, il y a du monde. Alors que mon père était en train de se tordre de douleur, il était en train de mourir. Et à cause de tout ça, mon père est décédé aujourd'hui. J'ai perdu mon père. Donc c'est un sketch à l'accueil comme elle le dit parce qu'elle nous prenne de haut, parce qu'ils se rendent pas compte des valeurs humaines. Ce que c'est que de perdre son père et d'avoir perdu sa vie entièrement. Elle se moque de moi parce que c'est pas son père cette dame. Elle se fout de moi. Elle comprend pas la douleur qu'on peut ressentir à ce moment-là quand on a été négligé et mis de côté. D'accord? Quand moi ma vie aujourd'hui c'est un enfer pour moi. Il faut le comprendre. J'agresse personne madame. Je fais passer un message. Non, est-ce que je vous agresse? Est-ce que excusez-moi monsieur dame? Est-ce que Non, c'est juste que ces gens sont habitués à avoir des morts, à avoir trucs. Ils ont plus aucune empathie. C'est leur quotidien de voir des gens mourir. Mais moi, ils sont en mode, oh, faites pas chier, moi je vais juste finir ma journée. je vous agresse? Est-ce que je vous fais du mal? Je fais de mal à personne. Je passe mon message. Moi, je vous dis juste à tous que mon père ici, il était là pendant plus d'1 heure. Ils l'ont laissé mourir. Et quand il a été pris en charge par une infirmière, ils l'ont pris 2 secondes. Ils l'ont fait se rasseoir ici. Ils l'ont fait se rasseoir ici en disant monsieur, attendez, il y a du monde. Un malaise cardiaque, des problèmes thoraciques, c'est 10 minutes normalement. En 10 minutes, ils vous prennent tout de suite en charge. D'accord? Donc voilà, j'ai fait passer mon message, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça allait prendre 2 minutes, il n'y avait pas besoin de le prendre comme ça. Il faut essayer de comprendre la détresse humaine aussi. Ce que c'est que de perdre son père et être malheureux tous les jours et pleurer toutes les nuits. Et quand il a été pris en cardiologie ici, ils n'ont pas cherché à le sauver. On peut rien faire, monsieur. Alors qu'en réalité, il y avait des solutions. Voilà. Et quand ça vous arrivera, monsieur, j'espère que ça vous arrivera pas, vous changerez votre discours. Voilà. Donc si vous avez des problèmes, allez à l'hôpital Sacré-Cœur, les hôpitaux publics, il y a des professeurs reconnus, pas des gens qui vous jugent comme ça et qui n'ont rien à faire de vous. Voilà. Ils pensent que c'est un plaisir pour moi de faire ça. Quelle honte. Voilà. Je te filme pas, frère, y a pas de souci. Quand l'hôpital de la petite Salpêtrière, ils ont pris un grand professeur, un professeur mondial. Il a dit attendez, bien sûr qu'on peut faire quelque chose. On va tenter quelque chose. Alors que ici, un docteur, un cardiologue ici, il a dit quoi? Il a dit non, on peut rien faire, il faut laisser monsieur en soins intensifs s'éteindre. Voilà ce qu'il proposait. Parce que les soins intensifs, tous les jours dans les hôpitaux privés, ça rapporte 10 000 euros, 5 000 euros, ça rapporte des grosses sommes. C'est de l'argent. Alors que le professeur, le prince, je le cite parce que c'est quelqu'un de bien, il a dit je vais prendre en charge, on va tenter quelque chose. Mais c'était déjà trop tard. S'il avait été pris en compte avant, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Après, c'est le décret de Dieu, comme je le dis. Il serait mort. Mais on aurait pu faire quelque chose. Là, la seule chose qu'ils ont fait, c'est le prendre et se le faire rasseoir. 2h30 d'attente, c'est quoi? 2 heures, 2h30? 2 heures alors qu'il a été pris en charge. C'est pas possible. 3 heures au total. Au final, 3 heures. Hein, mon père, il arrive ici. Tac. Hein, on dit, et c'est moi qui ai été les voir. Hein. C'est pas qu'ils l'ont pris en charge. C'est moi qui ai été dire, écoutez, mon père, il est en train de souffrir le martyr. Et mon père, c'est un ancien. Mon père, la souffrance qu'il a ressentie. Moi, ça aurait été 10 fois pire. Eux, ils cachent la souffrance, les darons d'époque. Ils essayent de pas montrer pour pas inquiéter. Elle l'a pris en charge. Elle l'a regardé vite fait, elle a dit monsieur, attendez, il y a du monde. Mais mon père, il devait être le premier à être pris en charge. Tous les gens, ils avaient rien. Ils avaient des poignets cassés, mal à la cuisse et des choses comme ça. Voilà. Et en plus de ça, quand il a été pris en charge en cardiologie, je vais pas citer le nom du cardiologue parce que je vais pas le citer. Eh ben lui, il a dit quoi? Ouais, on peut rien faire. Hein, tranquille, faut le laisser là, on lui met des drogues. En gros, on attend que ça se fasse, qu'il décède en gros. C'est moi qui a pris l'initiative d'aller sur internet pour trouver une solution. Et quand j'ai vu ce professeur, professeur Le Prince, que je remercie une nouvelle fois, et que je lui dis, professeur, il y a une solution non à ça? Il a dit, on va essayer, ramenez-le moi. Et j'ai réussi, je me suis battu parce qu'il voulait pas le transférer. Ici, il voulait pas, il s'opposait à son transfert. Cet hôpital s'est opposé au transfert de mon père. Alors que moi, je voulais transférer pour qu'on fasse quelque chose, pas qu'on le laisse éteindre pour apporter plus d'argent à cet hôpital. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis battu et grâce à ce professeur, on a réussi à l'emmener là-bas. Mais c'était trop tard, ils ont fait l'opération, malheureusement ça s'est pas passé. Et c'est à cause de l'hôpital d'Antony. Et je veux qu'à terre entière le sache que j'ai perdu mon père. Il y en a plein, ils vont trouver ça idiot ce que je suis en train de faire. Il y en a plein, ils vont dire mais attends, tu t'affiches, j'en ai rien à foutre. Je m'affiche tout ça, je m'en fous. Je veux que cette vidéo soit partagée, je veux qu'elle soit vue, je veux que les gens soient au courant de ce qui se passe. Puisqu'on nous décourage de porter plainte. On nous dit ouais, ça va servir à rien, ils vont avoir gain de cause, etc. Et pendant ce temps, il y a l'infirmière qui est là, qui fait ses allers-retours, qui fume ses clopes. Hein, alors que la vie des gens après ça devient un enfer derrière. Et ça je veux le savoir. Et la seule chose qu'elle a fait, j'ai enregistré un peu, j'espère que vous avez entendu, c'est qu'elle m'a pris de haut l'infirmière en face. Au lieu de dire monsieur je comprends, etc. Hein, mais il fait son sketch, mais il fait ceci, mais il fait cela. J'espère que ça va lui arriver un jour à celle-là. J'espère qu'elle puisse comprendre. Et ça c'est pas par faute de moyens, c'est par des négligences humaines.
Comment ça se fait que c'est moi qui a dû aller sur internet pour prouver qu'il y avait une pompe qu'on pouvait placer dans le cœur de mon père? Et que ce médecin-là ne m'en a jamais parlé. Ouais, les Comment c'est médecins possible? hôpital, Hein? c'est pas leur argent, il n'y a rien à gagner à ne pas faire de soins, ça coûte cher, il s'agit d'un manque de compétences, pas d'envie de faire. Non, surtout qu'il a pas le temps, il pense à autre chose. C'est moi qui fais de la cardiologie à la place des cardiologues d'ici. Pour laisser mon père s'éteindre ici. Voilà, tout est dit, je vais pas m'éterniser 10 ans. Je te remercie de ta patience, je te remercie de m'avoir compris. Je parle au surveillant qui m'a pas, voilà, qui est venu parce qu'il a été appelé, mais qui m'a laissé finir mon truc. Et voilà. Et Dieu est grand, comme on dit. Et faites tourner cette vidéo, faites-la tourner, c'est tout ce que je vous demande. Donc je vais terminer quand même sur ça pour essayer d'apporter une conclusion rapide. Je suis sur le chemin du retour. J'aurais pu être beaucoup plus agressif que ça. J'ai pas été du tout agressif, je pense que vous avez pu le voir. Les infirmières m'ont vraiment pris de haut, elles m'ont manqué de respect, il fait son sketch, il croit ça, mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Enfin, vous l'avez entendu. Donc ils m'ont pris de haut. J'ai failli vriller. J'ai failli vriller parce qu'un homme qui est au bout dont la vie a été gâchée, il peut aller très très loin. Les limites d'un homme, elles peuvent aller très 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 loin. Moi, j'ai plus rien à perdre, comme on dit pour moi. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 19 mars, quand j'ai perdu mon père, à cause de négligence humaine. Mon père, il s'est éteint à l'hôpital Salpêtrière. Et pourtant, tous les jours, je remercie cet hôpital. De ce qu'ils ont fait, de l'abnégation, du dévouement, du côté humain. Je suis pas là en train de critiquer tous les hôpitaux que je croise. Je suis juste en train de faire un constat. En vérité, tout le monde peut être négligé. Tout le monde. Mais bizarrement, c'était Musenga la première fois. Puis là, c'est mon père. Souvent, les infirmiers, les infirmières, ils collent une espèce de syndrome méditerranéen, ou en gros, ceux du sud, là, ceux du Maghreb, en rajouteraient des tonnes dans la douleur. Donc, du coup, voilà. Tout en sachant que celle, l'infirmière qui avait pris en compte mon père, c'était une maghrébine aussi. Voilà, je le dis. Elle m'a pris de haut ce jour-là. Elle m'a dit oui, mais c'est bon, ça va, il y a du monde. En gros, t'es pas important, toi. Je tiens à dire un dernier truc. On a vu cet hôpital en conciliation et ils ont reconnu leur tort. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu avoir fait preuve de négligence, ils ont reconnu s'être mal, ils ont reconnu tout ça. Et malgré le fait qu'ils ont reconnu tout ça, il va rien leur arriver. Mais ils pensent qu'ils jouent avec avec quoi là? Ils jouent avec des êtres humains, avec des vies humaines, ou ils jouent avec, je sais pas moi, des ballons de football là. C'est des gens qui ne doivent pas faire ce métier. C'est des gens pour moi qui doivent être radiés et bannis à vie en fait de ça. Ils doivent pas exister sur cette terre ces gens-là. On doit pas leur permettre de faire infirmier, infirmière, médecin, des choses comme ça. Ça doit être interdit. Tout ce que j'avance, j'ai les preuves. Tout ce que j'avance, j'ai des audios aussi, des conciliations, je les ai enregistrés, tout, j'ai tout. Malheureusement, ils seront protégés par l'État, ils sont protégés par l'encadrant, ils sont protégés par le milieu hospitalier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé le hashtag balance ton hosto, balance ton hospice. Ah ouais. La personne avec qui je suis, elle est en train de pleurer là. Parce qu'il y a énormément d'injustice, c'est pas l'envie qui me manque de pleurer aussi. T'inquiète pas, Dieu il est grand. T'inquiète pas. Dieu il est grand. Parce que cette personne-là travaille dans le milieu hospitalier, c'est quelqu'un qui a des patients tous les jours, et qui fait ce métier par amour du métier. D'accord? Même si ça la dépasse, même si humainement, etc., elle a jamais négligé qui que ce soit. Tu veux dire un mot? Tu veux pas? D'accord. Et c'est des personnes comme ça par qui on doit être soigné. C'est des personnes comme ça. Pas par des gens qui vous prennent de haut, qui vous sous-estiment, parce que vous n'êtes pas important, vous venez d'une cité, vous venez de je ne sais où, de quel milieu social, où vous n'avez pas le bon nom. D'accord? En tout cas, voilà, moi c'est le combat de ma vie, ça, c'est la vidéo de ma vie. J'espère que vous la partagerez, Inch'Allah, et que vous puissiez comprendre un peu la douleur humaine. Même si vous pensez que ça ne vous arrivera jamais, j'étais à milieu de penser que ça m'arriverait un jour. Voilà, je vous remercie. Ça peut arriver à n'importe qui. Et à bientôt. T'as ça dans les hôpitaux, t'as ça avec la police aussi, des fois, quand tu demandes des enquêtes, tu veux savoir, non mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là, autopsie, ce que tu veux, ils te donnent rien, frère. C'est en mode, l'affaire est classée, fais pas chier. C'est terrible. Comme nettoie de coder. Avec sa mère, je connais pas coder. Juste pour dire, dans tous les cas, ils brûleront en enfer de ouf. Ça m'a remis les souvenirs du mois dernier, je suis pas bien. Ouais, forcément, dans ce genre d'histoire, ça peut rappeler des histoires que vous avez pu subir vous-même par le passé, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible.